Musiciens juifs d'hier et d'aujourd'hui. Une émission de musique classique et contemporaine qui revient sur les compositeurs et interprètes juifs en France et à l'étranger. Bonjour chers auditeurs. Le mois dernier, je vous ai parlé de l'opéra français des compositeurs juifs au XIXe siècle, cette fameuse période judaïque selon l'aimable dénomination de Vincent d'Indy, et je m'étais arrêté juste avant Jacques Offenbach. Jacques Offenbach mérite en effet à lui tout seul une émission spéciale. Offenbach, c'est spécial, et pour des tas de raisons. D'abord parce qu'il est né juif, mais il n'est pas resté juif, mais on verra ça un peu plus tard. Jacques Offenbach est né à Cologne en 1819, d'un père Isaac Razan et compositeur occasionnel, sur lequel on va s'arrêter un petit instant. Voici en effet une prière qu'il a écrite pour le service de la synagogue. Quant à Jacques, il montre très tôt des dispositions pour la musique, notamment pour le violoncelle. Il s'installe à Paris en 1833, c'est-à-dire à 14 ans, avec son frère aîné Julius, qui lui joue du violon. Il est choriste de synagogue, il entre au conservatoire, mais il est considéré comme indiscipliné. Alors il le quitte au bout d'un an, et finalement, il rentre comme violoncelliste à l'orchestre de l'Opéra Comique. C'est d'ailleurs un violoncelliste virtuose, Il joue avec Liszt, avec Mendelssohn, on l'appelle le Liszt du violoncelle. Il écrit des duos pour 2 violoncelles, dont certains sont restés comme des exercices difficiles pour les étudiants violoncellistes. Écoutons un extrait de l'un de ces duos.
Offenbach prend quelques cours de composition avec Halévy. Vous vous souvenez de Jacques Fromental Halévy, dont nous avons beaucoup parlé dans ma précédente émission, et de son opéra La Juive. Et alors là, oui, il se convertit au christianisme pour épouser une certaine Herminie d'Alquin. Offenbach, pas Halévy. Lors des troubles révolutionnaires de 1848, il préfère quitter la France pour quelques mois. Il part pour l'Allemagne et puis, quand il revient, il est nommé chef d'orchestre du Théâtre français. Mais comme il n'est pas accepté à l'Opéra Comique, il crée son propre théâtre. Ce sera le théâtre des Bouffes Parisiens en 1855 et c'est au Bouffes Parisiens qu'il obtient son premier grand succès avec Orphée aux Enfers en 1858. Il collabore pour les livrets avec Henri Meillac et Ludovic Halévy, le neveu de Jacques Fromental Halévy. On n'aura pas le temps d'énumérer toutes les œuvres d'Offenbach, opéra bouffe et opérette. Je vais en citer certaines avec des noms un peu drôlatiques, comme Trombe Alcazar, La Rose de Saint-Flour, Le Financier et le Savetier, Croquefer ou Le Dernier des Paladins, Une Demoiselle en loterie, La Chatte métamorphosée en femme, Les Bavards, La Permission de 10 heures, L'île de Tulipatan, La Princesse de Trébizonde, Vert-Vert, Boule de neige, Le Roi Carotte, Fantasio, Fleurette, La Boulangère à des écus, Le Voyage dans la Lune, Tarte à la crème, etc., etc. Il y en a encore beaucoup. Mais je vais insister sur les œuvres qui ont été ses plus grands succès et puis on écoutera quelques extraits. Bien sûr, on va parler en particulier d'Orphée aux Enfers, son premier grand succès, comme je le disais, et qui date de 1858. Peu de temps après, un autre opéra comique lui vaut un grand succès, c'est La Belle Hélène, que tout le monde connaît, et puis ce sera La Vie parisienne. Ce sont vraiment les trois opéras bouffes d'Offenbach qui ont marqué son époque, même si on peut citer également La Grande Duchesse de Gerolstein, La Péricole, Les Brigands, et on en viendra après à son seul véritable opéra, Les Contes d'Hoffmann. Alors je reviens à Orphée aux Enfers, créé en 1858 au Bouffes parisien, sur un livret donc du Ludovic Halévy et Hector Crémieux. C'est une satire de la Grèce antique qui attire une critique mitigée, mais les rieurs remplissent bientôt la salle et il y a 228 représentations consécutives. Une version remaniée en 1874 eut aussi un énorme succès. Signalons tout de même que le galop final, qu'on joue maintenant presque à chaque fois qu'on joue une œuvre d'Offenbach vers la fin, n'a rien à voir avec le French Cancan. Le French Cancan, ce n'est pas d'Offenbach. Alors nous écoutons justement ce galop final d'Orphée aux Enfers. Dans un style plus calme, toujours dans Orphée aux Enfers, nous écoutons maintenant le violon d'Orphée.
Dans La Belle Hélène, créée en 1864 au Théâtre des Variétés sur un livret de Meillac et Halévy, on assiste aussi à une satire de la mythologie grecque, mais également à une satire des mœurs de la société française. Et pourtant, c'est un triomphe, avec 700 représentations et des reprises dès 1865 à Vienne et Berlin, en 1866 à Londres et en 1867 à Chicago. Nous écoutons le couplet des rois. Ces rois remplis de vaillance, pris de vaillance, pris de vaillance, c'est les deux Ajax. Et talent, de jactance, le double thorax. Parmi le fracas immense des cuivres de Saxe, ces rois remplis de vaillance, pris de vaillance, c'est les deux Ajax, les deux Ajax. Ces rois remplis de vaillance, pris de vaillance, c'est les deux Ajax. ces rois remplis de vaillance, pris de vaillance, c'est les deux Ajax. Je suis le bouillant Achille, le grand Myrmidon. Combattant un contre mille, face à mon plongeon. J'aurais l'esprit bien tranquille, n'était mon talon. Je suis le bouillant Achille, le grand Myrmidon, le Myrmidon. voici le bouillant d'Achille, le roi Myrmidon, voici le bouillant d'Achille, le roi Myrmidon. Je suis l'époux de la reine, le roi Ménélas. Et je crains qu'un jour Hélène, je le dis tout bas, ne me fasse de la peine, n'anticipons pas. Je suis l'époux de la reine, le roi Ménélas, Ménélas. Voici l'époux de la reine, le roi Ménélas. voici l'époux de la reine, le roi Ménélas. Maestro, le roi a bu qui s'avance, c'est Agamemnon. Et ce nom seul me dispense d'en dire plus long. J'en ai dit assez, je pense, en disant mon nom. Le roi barbu qui s'avance, c'est Agamemnon, Agamemnon, le roi barbu qui s'avance, c'est Agamemnon, le roi barbu qui s'avance, c'est Agamemnon, Agamemnon. Quant à la vie parisienne, sur une commande du directeur du théâtre du Palais Royal, la première, en 1866, est triomphale. L'œuvre reste 265 fois à l'affiche jusqu'à l'exposition universelle de 1867. Son ouverture est majestueuse.
C'est dans la vie parisienne qu'on entend « on va s'en fourrer jusque-là ». Je m'en fourrai jusque-là. Je m'en fourrai jusque-là. Ôtez la lettre à mettez-la. Je veux m'en fourrer jusque-là. Je veux m'en fourrer jusque-là. Je veux m'en fourrer jusque-là. Ôtez la lettre à mettez-la. Je veux m'en fourrer jusque-là. Et c'est aussi dans la vie parisienne qu'on entend le fameux air du Brésilien. Je suis brésilien, j'aime l'or et j'arrive de Rio, j'allais plus riche aujourd'hui que naguère. Paris, je te reviens encore de fois, je suis venu déjà. J'avais de l'or dans ma valise, des diamants à ma chemise. Combien a duré tout cela? Le temps d'avoir 200 amis et d'aimer 4 ou 5 maîtresses, 6 mois de galantes ivresses. Et plus rien au Paris. En 6 mois tu m'as tout raflé. Et puis vers ma jeune Amérique, tu m'as pauvre et mélancolique, délicatement emballé. Mais je voulais de revenir et là-bas sous mon ciel sauvage, je me répète des arbitrages, une autre fortune ou mourir. Je ne suis pas mort, j'ai gagné tant bien que mal, des sangs me volent. Et je viens pour que tu me voles tout ce que là-bas j'ai volé, tout ce que là-bas j'ai volé, tout ce que là-bas j'ai volé. Ah, je suis brésilien, j'ai de l'or et j'arrive de Rio de Janeiro. Plus riche aujourd'hui que naguère, Paris, je te reviens encore. Je suis brésilien, j'ai de l'or et j'arrive de Rio de Janeiro. Paris, 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 je te reviens encore. Quant au final, il est particulièrement célèbre et à juste titre.
la grande-duchesse de Gerolstein prend le relais, avec notamment sa chanson militaire. Ah, c'est un fameux régiment, le régiment de la grande-duchesse. Il fait la pertinent à tomber dessus, faut voir comme ils s'empressent. C'est vrai que nous allons du bon et que c'est un aimable escadron. Avec la figure dans le dos, la bombe avec les gardes. C'est des compagnies de pantins qui taisent en tant que Bien de mal, nous allons le bon régime, que voilà, à ça, Ah, c'est un fameux régiment, le régiment de la grande-duchesse. la l'honneur pour sentiment et la victoire, il en a pour maîtresse. Avec son superbe étendard, car il arrive à quelque part. Les femmes le sont enchantées, mais c'est les hommes qui font un lit. Quand ça va le régiment, les choses, elles se passent autrement. Les hommes, ils ont l'air enchantés, mais c'est les femmes qui font un lit. À ça que je... À ça que je... La grande-duchesse de Gerolstein a aussi un final imposant. Voici revenir, mon pauvre homme. Dans quel état envoyé comme en courant après les hauts faits, il a déchiré ses effets. Eh bien, Altesse, me voilà, oh là là, et ce qui m'est arrivé là, oh là là, de me compter pour un combat, car on m'a mis dans un pitoyable état. De votre fameux sabre on a fait le tire-bouchon que voilà, oh là là, oh là là. Et bédame, voilà le grief de votre général en chef. Et bédame, voilà le grief du général en chef. J'arrive et je trouve un mari, sapristi, qui me dit « Venez par ici, mon ami ». Je lui réponds d'un ton poli, me voici aussitôt à bras raccourcis. Le traître tombe sur Bibi, j'en suis encore tout étourdi. Sapristi, sapristi. Mesdames, voilà le grief de votre général en chef. Mesdames, voilà le grief du général en chef. Oh là, oh là, oh là là, oh là, oh
indication à donner. Pourquoi? Au lieu de vous mettre à la tête de mon armée, vous semez le trouble dans un ménage. Mais... C'est de la haute trahison, monsieur. Et dans quelle tenue? Je vous dis que... Et le sabre de mon père, il est foutu. Maladroit! Il n'y a qu'une seule chose à faire, Altesse, c'est de réunir un petit conseil de guerre et de le juger. Bonne idée. Mais on ne peut me juger qu'en présence de toute la noblesse du duché. Je suis comte de... Vous ne l'êtes plus. Colonel? Je suis général. Non, colonel. Ben, capitaine, si vous voulez. Avec joie, lieutenant. Et puis sergent. Ne t'arrête pas, il y a encore caporal. Et puis simple soldat. Troufion. Eh oui, Troufion, tu l'as dit. Puisque c'est comme ça, je donne ma démission. Et moi, je l'accepte. Comme c'est facile, c'est grade, c'est honneur. Prince, je vais suivre votre conseil. Baron Grog, approchez. Altesse. À vous le panache. Prenez le panache. Il s'aborde. À vous le sabre de mon père. Oh, fureur. À vous tout ce que l'ambition peut rêver. À vous tous les pouvoirs civils et militaires. Merci, Altesse. Ma femme vous bénira. Vous avez dit? Il a une femme? Oui, chérie. Une femme et 3 enfants. Bientôt 4, mon prince. 4? Baron Grog, rendez le panache, rendez le sabre. Ce soir même, vous retournerez à la cour de l'électeur, notre beau-père. Comment? Vous y annoncerez notre bonheur. Car je suis heureuse d'avoir épousé le prince. Bien heureuse. Aïe! Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Quand on n'a pas ce que l'on aime, il faut aimer ce que l'on a. Enfin, j'ai repris le panache. Enfin, j'ai repris le pouvoir. Enfin, l'hymen à vous ma tâche. Enfin, chers enfants, je vais vous revoir. Retournons dans notre chaumière. Nous rentrons chez nous et voilà. À la guerre, comme à la guerre, le bonheur est peut-être là. Contre battre les ennemis, pour moi je renonce au carnage. Je saurai servir mon pays dans mon gentil petit ménage. Il saura servir son pays dans son gentil petit ménage. Après avoir tant bien que mal joué son rôle, on se marie. C'est imprévu, mais c'est moral, ainsi finit la comédie. C'est imprévu, mais c'est moral, ainsi finit la comédie. Ainsi finit la comédie. S'il me voyait, à quel plaisir ça lui ferait, à quel plaisir, à quel plaisir, à quel plaisir ça lui ferait. À son âme, s'il la voyait, à quel plaisir ça lui ferait, à quel plaisir ça lui ferait, ça lui Dans la Péricole, qui se passe au Pérou, alors possession de l'Espagne, et dont le nom vient de chienne folle, Perrachola, on entend cet air typique de l'humour loufoque d'Offenbach et de ses librettistes, cet air hilarant, mon mari récalcitrant. Oh,
la Péricole se trouve un autre air typique de cet humour. Il grandira car il est espagnol. Il grandira, il grandira, il grandira car il est espagnol. Il grandira, il grandira car il est On ne peut que rapprocher cet air de la Péricole de celui des Brigands. Ouvrez les guillemets, il y a des gens qui se disent espagnols mais qui ne sont pas du tout espagnols. Je ferme les guillemets. Il y a des gens qui se disent espagnols et qui ne sont pas du tout espagnols. Nous sommes de vrais espagnols et ça nous distingue des faux espagnols. Il y a des gens, 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 il y a des gens qui se disent espagnols et qui ne le sont pas, 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 qui ne sont pas d'Espagne. Il y a des gens, il y a des gens, il y a des gens, il y a des gens qui se disent espagnols et qui ne sont pas d'Espagne. Puis arrive la guerre de 1870. Offenbach est considéré comme allemand en France et comme traître en Allemagne. Il quitte Paris pour l'Espagne, l'Autriche, l'Italie, jusqu'en octobre 1871. Du coup, il subit une certaine désaffection du public et même carrément une faillite en 1875. Mais il se refait en 1876 lors d'une tournée aux USA où il donne plus de 40 concerts à New York et à Philadelphie. Puis il retrouve le succès avec Madame Favart en 1878 et on arrive ainsi au seul véritable opéra d'Offenbach, Les Contes d'Hoffmann, opéra fantastique inspiré du conteur Ernst Theodor Amadeus Hoffmann. Dans le livret de Jules Barbier, on voit 3 personnages féminins, Olympia, Antonia et Giulietta, qui ne sont en fait que 3 facettes de la même personne, Stella, à la fois jeune fille, artiste et courtisane. La création a lieu le 10 février 1881 à l'Opéra Comique, mais à titre posthume, car Offenbach était décédé entre-temps, victime de la maladie. Voici par exemple l'air de la poupée Olympia, Les oiseaux dans la charmille à l'acte 1. Oh
Puis c'est l'acte 2, avec l'air d'Antonia, moins enjoué. Elle a fui la tourterelle. Et bien sûr, nous écoutons la célèbre barcarolle de l'acte 3 avec Giulietta et le chœur.
Alors, réalisons bien que l'écriture musicale d'Offenbach n'était pas celle d'un musicien peu éduqué. En effet, les effets humoristiques voulus par Offenbach sont le fruit d'un travail acharné. C'est parce qu'Offenbach était capable de fournir ce travail acharné qu'il savait en sortir les résultats drôles et parfois loufoques que nous apprécions toujours. Mais des problèmes de santé avaient commencé à se faire sentir, avec notamment des crises de gouttes. Malgré la belle maison d'Étretat qui appartenait à Offenbach et où il allait se réfugier sous ce climat maritime, eh bien, finalement, Offenbach était décédé en 1880 à Paris, au 8 boulevard des Italiens, où se trouve encore une plaque. Après des funérailles nationales à la Madeleine, il avait été inhumé au cimetière de Montmartre dans une tombe due, figurez-vous, à Charles Garnier, l'architecte de l'opéra, inauguré en 1875. L'opéra Les Contes d'Hoffmann est aujourd'hui, avec Carmen, l'un des opéras français les plus représentés dans le monde. C'était Musiciens juifs d'hier et d'aujourd'hui. Une émission proposée et présentée par Bruno Freitag.